Alors, je voulais commencer par un truc simple. Il s'est passé des trucs l'année dernière. Ouais, parce que le Webcam Day, c'est une fois par an. Donc, chaque année, il se passe des trucs. Et je voulais juste revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, l'année dernière, il y a deux personnes, deux mâles de type alpha, qui étaient assez inconnus du public, un peu avant. Je recule. Qui étaient assez inconnus du public avant, qui, euh, qui étaient face à des concurrents assez compliqués, très expérimentés, et qui essayaient de gravir une échelle qui était assez compliquée à gravir. Ils ont utilisé des méthodes différentes, mais surtout des méthodes qui sont radicalement différentes de celles qu'utilisait l'ancien monde. Ils avaient un objectif qui était assez compliqué à atteindre. Ils n'étaient pas issus du sérail. C'est-à-dire que c'était comme des millennials dans une entreprise. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils fassent quelque chose d'intéressant. Évidemment, ces deux personnes, vous les connaissez, c'est ces deux-là. Il y en a un plus ou moins sympathique que l'autre. Je vous laisse faire le choix. Et encore, vu les codes de popularité, ça change un peu. Ils avaient une petite différence, c'est qu'il y en a un qui avait de la fortune personnelle et l'autre qui n'en avait pas. Enfin, en tout cas, ou peut-être, on ne sait pas en fait. Et il y en a un qui a moins de 40 ans, donc on va dire que c'est un millénial, à 2 ans près, à peu près le cas. Et l'autre qui avait 64 ans. Ils avaient un autre point commun, c'est qu'ils avaient la même différence d'âge avec leur conjoint, mais pas dans le même sens. Ce que je veux dire, en fait, c'est que les temps changent. Alors, j'ai pris la photo la plus vintage que j'ai pu trouver, parce que forcément, moi, je ne suis pas un millénial, donc je ne sais pas si c'est Hugo Frey ou un truc comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de changement? Pourquoi il s'est passé un truc bizarre? C'est qu'en fait, dans le web marketing, il se passe à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des changements, des lames de fond qui arrivent, et si on ne les regarde pas bien, on ne va pas forcément les appréhender de manière simple. Ce que je veux montrer surtout, c'est que le business, le chiffre d'affaires, c'est les trucs qu'on fait, parce que dans le numérique, il y a beaucoup de choses qui sont hors chiffre d'affaires. Des startups, des sociétés qui ne gagnent pas d'argent, souvent. C'est ce qui se passe à Vivatech. Et la différence entre Vivatech et ici, c'est qu'ici, on parle argent. On s'est rendu compte que le digital, ça faisait des clients en plus, ça faisait du revenu en plus. En tout cas, c'est ce que je veux vous montrer. En 2 mots, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis business coach. Il vous fallait un autre nom rigolo. Moi, j'aide les boîtes à faire du fric avec du digital. C'est l'objectif. On fait du chiffre d'affaires. Quand je dis fric, quand je dis chiffre d'affaires, généralement, les quelques chefs d'entreprise qu'on va trouver dans la salle, ça leur parle. Dire qu'on fait du digital pour faire du digital, ça sert un peu à rien. Toute l'idée, c'est de faire ça, c'est de faire de l'argent avec du digital. Pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que moi, je fais de l'argent avec du digital en mettant les mains dans le chocolat. Joli que le cambouis. Et je trouve ça assez sympa de pouvoir se dire qu'on met les mains dedans. On fait pas du conseil en mode consultant, on est dans la place. Il y a 3 tendances que je voulais aborder avec vous ce matin. C'était ces 3 tendances qui sont un peu des lames de fond et qui, comme Macron ou Trump, ont vraiment changé la façon dont on doit aborder tous le digital. Ça ne date pas de l'année dernière pour certains éléments, mais l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez arriver à avoir vous repartiez d'ici avec des idées un peu différentes. Les 3 tendances, en fait, c'est les millennials. Alors, c'est pas une tendance, les millennials. Je ferai la petite question après. Combien sont frappés par ce syndrome? Le deuxième, c'est comment le digital apporte des ventes. Vous savez, le truc un peu crado, là, les sales, généralement, c'est un truc assez bizarre. On va aborder ça. Et le troisième, c'est comment, sur le digital et le web marketing, on a une vraie différence sur ce qui est de la formation. L'idée, c'est de savoir un peu qui vous êtes, parce que c'est un peu compliqué. Il est 9 h du matin, vous venez juste de prendre votre café, et en fait, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est lever tous la main, ceux qui sont intéressés par le web marketing. Comme ça, tout le monde devrait lever la main à peu près correctement. Youpi. Tous ceux qui font du... Non, non, allez, laissez en haut, laissez en haut. Tous ceux qui font du SEO, du SIM, vous baissez la main. Ah merde, ok, il ne reste plus personne. Qui est-ce qui utilise du digital? Ceux qui ont encore la main haute. Qui est-ce qui est chef d'entreprise et qui utilise du digital pour se transformer et aller un peu plus loin? Ok. Les autres, vous faites quoi en fait? Non, voilà, venir manger des croissants, c'est une bonne idée. Donc l'idée, c'est ça.
Oui, j'ai pas parlé de réseaux sociaux, mais c'était l'idée. On va donc attaquer les millennials. Bon, alors, pourquoi j'ai pris les millennials? Parce qu'en fait, c'est les premiers acteurs du changement. Si vous n'êtes pas millennial, comme ma pomme, c'est ceux qui vont construire vos business. Parce que nous, on est déjà passé de date. Je reprends quelques chiffres. 40% de la population active en 2020 sera les millennials. Donc en gros, si on ne l'est pas, ça veut dire que la plupart de nos équipes vont être constituées de ces espèces de, comment dire, générations un peu bizarres, qui a un certain nombre de caractéristiques un peu compliquées, qui sont digital natifs, mais qui sont un peu compliqués à gérer. Je dis ça parce que j'ai des associés millennials, et c'est pas forcément rigolo tous les jours de se comprendre. Entre 80 et 2000, alors qui est millennial dans la salle? Ah, c'est une grosse. Ouais, non, faut pas du tout de conneries quand même. Donc, ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit là? Parce que je ne vais pas vous le lire. Vous êtes en quête de sens. Alors, au bout de 3 mois, quand on vous demande un truc et que vous trouvez ça barbant, vous nous le dites. Alors, notre génération ne le disait pas. On attendait 3-4 ans quand même. On était gentils. Vous allez nous le dire et vous allez nous demander quelque chose de différent. Vous voulez travailler dans des entreprises, enfin, vous, oui, parce que c'est une majorité. Vous voulez travailler dans des entreprises qui ont du sens. Si on British American Tobacco ou ce genre de société vous parle beaucoup moins qu'à nous. Nous, on était là pour faire un peu d'argent, pour essayer de se caser sur le marché du travail, qui est encore plus compliqué pour vous. Assez zappeur et conscient de l'écologie. Pourquoi je vous parle des milléniaux? Vous êtes tous en train de vous dire, mais enfin, c'est bon, on le sait, c'est déjà là, en plus on sait qui on est. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de boîtes qui se posent des vraies questions, et notamment la boîte qui s'appelle Accor, je connais un peu le tourisme. Accor s'est a participé à une société qui s'appelle Melty, que des non-milléniaux ne connaissent pas. Non, les milléniaux devraient connaître. Si, si, si. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2015, Accor Hotel, donc Sébastien Bazin qui était en train d'arriver, s'est dit, pour faire prendre conscience à mes équipes que les millennials, on les a oubliés, qu'ils vont plus à l'hôtel, qu'ils vont pas y aller demain matin, qu'on a loupé ces gens qui sont en train de constituer la majorité de nos équipes, je vais racheter, enfin en tout cas je vais participer, je vais mettre 2,5 millions dans une boîte qui s'appelle Melty, et ils ont mis 2,5 millions dans Melty. La seule raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est juste pour réveiller les 200 000 employés qu'ils ont chez eux. Alors on n'a pas tous les mêmes moyens. Eux, quand ils ont envie de réveiller quelqu'un, ils mettent 2,5 millions sur la table et ils rachètent, enfin non, ils rachètent pas. Ils participent à une levée de fonds d'une boîte juste pour pouvoir faire prendre conscience à tous leurs employés qu'il y a un vrai shift et que ce shift n'a pas été pris en compte. Vous parlez des hôteliers aujourd'hui, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un millénial. C'est très étonnant, mais c'est vrai. Et en fait, dans plein d'entreprises, les dirigeants ne se rendent pas tout à fait compte que non seulement c'est la force vive des entreprises qui sont en train d'arriver, et ensuite c'est des gros consommateurs. Donc il faut vraiment faire attention. Ces deux personnes, alors je vais prendre leur nom, c'est Lubomira Rochet, qui est née en 77, donc 3 ans près, on est dedans. Et l'autre, c'est Maud Bailly, qui est chez Accor. Alors, celle de gauche était chez L'Oréal, et la deuxième était chez Accor Hotel. Elle est née en 79. L'avantage, c'est qu'effectivement, le fossé qu'on connaissait, nous, à notre époque, entre hommes et femmes, est en train de vraiment tomber. Heureusement, il était temps. Et finalement, dans le digital est beaucoup plus marqué par des femmes. Et en fait, ça se voit dans la salle. D'habitude, quand moi, quand je faisais des présentations il y a une dizaine d'années, il y avait finalement assez peu de femmes et très peu de millennials. Maintenant, on a une bonne prise de conscience de ça. Autre élément qui est assez intéressant, c'est que moi, je les trouve super intéressants. Et je pense que tous ceux de ma génération qui n'ont pas suffisamment intégré les millennials, je trouve qu'ils sont super intéressants parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques, beaucoup plus matures et sont capables de faire beaucoup plus de choses avec énormément d'autonomie. Et du digital, si on veut injecter du digital dans les boîtes, il vaut mieux. Souvent, je conseillais des groupes hôteliers qui me disaient, je voudrais faire du social media. Et je leur disais, le problème, c'est que toi, tu es trop vieux, tu comprends rien, c'est comme moi, tu n'as pas de compte Facebook qui va jamais. Donc, tu prends une personne qui a 24-25 ans, et tu le laisses faire. Et tu le laisses écrire avec des fautes d'orthographe, c'est pas grave, ça se passera bien quand même. Et il va pouvoir te parler, et il va pas t'expliquer les choses, il va te les faire à ta place. Il y a un vrai challenge du millénial auquel nous, on n'a pas vraiment été confrontés, et qui est un challenge d'expertise. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour être radiologue? Combien de temps? Il faut 12 ans.
Pour être radiologue dans le monde, il faut 12 ans. Pour pouvoir lire une radio, pas celle-là, mais une autre, il faut 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec les entreprises et le digital? Il y a 5-6 ans, les éminences grises des laboratoires pharmaceutiques et de la médecine en général se sont rendus compte qu'en fait, la radio, c'était un truc digital. Donc en fait, on pouvait l'envoyer dans un autre pays pour être lu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont digitalisé les radios et ils les ont envoyées en Roumanie. Parce qu'en Roumanie, il faut 12 ans aussi, sauf que le mec coûte beaucoup, beaucoup moins cher et que je peux arriver à l'avoir pour beaucoup moins cher. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des radiologues anglais ont perdu du boulot, en tout cas, les attentes étaient moins grandes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le digital a permis de pouvoir réduire des coûts. Et quand ils étaient plus roumains, ils pourraient être bangladeshis, c'est pas grave. Ça coûte encore moins cher et c'est encore mieux. C'est la logique des entreprises. Nous, on a été les non-milléniaux n'ont pas été tellement confrontés à ça. En revanche, c'est un vrai problème pour vous. Et le vrai problème qui va arriver pour vous, pour nous tous, ce qui va arriver juste derrière, c'est l'intelligence artificielle. C'est qu'en fait, le radiologue roumain ou bangladeshi va être concurrencé par Watson chez IBM, qui est en train de lire les mêmes radios beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, et avec des diagnostics beaucoup plus précis, parce que lui, il ne se trompe pas. Et en fait, quand je dis digital means business, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des vraies successions de tendances qui font que, d'abord, on va essayer de réduire les coûts grâce au digital, et ensuite, finalement, on va se rendre compte que le digital peut aller encore plus loin. C'est aussi vrai. Est-ce que vous savez quelle est l'industrie qui est le plus touchée par l'intelligence artificielle? C'est les RH. Moi, j'aurais dit que c'était vraiment le dernier truc touché. Ben non, c'est les RH qui sont le plus touchés. Le screening de CV sur Internet. Maintenant, vous voulez recruter. Vous mettez Alors, j'espère que tout le monde a mis des super mots-clés dans son profil LinkedIn, parce que sinon, ça ne marche pas. En fait, c'est les hommes aujourd'hui qui les screenent. Demain, ça sera des machines. Donc on n'a plus besoin de gens pour regarder des CV. La machine est capable d'analyser et de proposer des profils qui n'ont rien à voir parce qu'ils utilisent des patterns différents et ils sont beaucoup plus pertinents que l'homme. Ma conclusion, c'est de dire que ce qui est très, très, très nouveau avec le digital, c'est comment je fais en sorte de faire un job qu'une machine ne va pas me piquer. Avant, c'était comment je vais faire en sorte de faire un job que quelqu'un d'autre dans un pays moins cher ne va pas me piquer. Maintenant, l'idée, c'est comment je fais un job pour qu'une machine n'aille pas me le piquer. Parce que soyez-en sûrs, ils vont vous la piquer à un moment ou à un autre si vous n'apportez pas de valeur ajoutée. En revanche, une machine ne sait pas démarrer toute seule. Elle ne sait pas être très créative sur un certain nombre de choses. Ça va venir, ça va être assez intéressant. C'était le premier point sur les millennials. Et en gros, la façon dont le digital impacte la façon dont on travaille au quotidien avec nos équipes et nos clients. Le deuxième, c'est qu'on va parler gros sous. Le digital fait augmenter les ventes. Vous allez me dire, oui, enfin ouais, j'achète des mots-clés, ça me coûte une blinde, ça enrichit une société américaine qui paye des impôts en Irlande, enfin, qui est implantée en Irlande, donc qui ne paye pas d'impôts, et c'est dégueulasse. Ouais. Moi, je vais vous parler d'autre chose. La technologie est au service du business. Pour moi, la vente, c'est quatre choses. Non, quatre. C'est quelle est la cible à qui je m'adresse, quel est son besoin, quelle est la valeur de mon produit, et dans quel timing je vais pouvoir lui vendre ma solution. Il y a un mythe sur la vente, c'est celui-là. Et ce mythe, tout le monde a vu le film Le Loup de Wall Street. Alors, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a des oreilles chastes. Je vais vous montrer autre chose. C'est un film avec Benoît Poelvoorde qui vous montre le mythe du commercial. Voilà, les portes de la gloire, exactement. Je vous déniche les secteurs et vous me débusquez le client. Vous en mettez bien. Donc, Benoît Poelvoorde dans un déshabillé satiné. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça, c'est l'image que la plupart des gens ont du vendeur. Fous la gueule de qui, là? Pardon? Tes histoires de jalons, là, tu la joues Mariole ou quoi? Tu te crois où, vieux? Attention, camarade, hein. Ici, les règles du jeu sont claires. Moi, je suis ici pour faire marcher une équipe. Je vous déniche les secteurs et vous me débusquez le client. Mais si tu ne joues pas avec moi, tu joues contre moi. Et à ce petit jeu-là, laisse-moi te dire que tu ne pars pas gagnant. Ok? Mais j'ai des marchés pourtant. T'as rien foutu, Jérôme! Ne te fous pas de ma gueule, ok? Et j'aime pas les tirs au flanc. Alors c'est quoi ton problème? J'y arrive pas. Non. Tu veux que je dise c'est quoi ton problème, Jérôme? Ton problème, il est dans ton regard. Tu sais ce que je vois, moi, quand je regarde tes yeux? Je vois de la pitié.
Eh ben tu vois ça, la pitié. Le client, il en a rien à foutre. C'est la guerre, Jérôme. C'est eux ou c'est toi. C'est manger ou être mangé. Eat or to be eat. That's the question. Right? T'es pas ici pour les plaindre ou pour leur dire qu'ils sont dans la merde. T'es ici pour leur vendre de la merde et les féliciter d'avoir choisi la reliure, ok? Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas arrêter avec tes petits airs de monsieur votre bite à un goût, tu vas ranger ta honte en poche et tu vas te battre. Sinon, tu te casses, ok? Ouais, c'est vrai que c'est mieux comme ça. Je vous conseille de gérer vos millennials comme ça, vous allez voir, ça donne un super effet. C'est vachement efficace. Ce que je veux dire, c'est que en fait, la fonction vente a vraiment très très mauvaise presse dans la plupart des entreprises pour ces raisons-là. C'est qu'on est toujours persuadé qu'il y a un vendeur, un espèce de mec avec une espèce de chemise bariolée qui va raconter des conneries, qui va essayer de me la faire à l'envers et qui va essayer de me fourguer son truc le plus cher possible. Sauf que la vérité, c'est que sans commerciaux, et les entreprises, elles ne tournent pas. Donc, voilà. La réalité de ce qui se passe, c'est celle-là. Avec le digital, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les commerciaux sont devenus des médecins, alors pas des radiologues. Ils sont devenus des médecins. En fait, ils essaient de comprendre quelle est la cible qu'ils ont en face, quel est le besoin de la cible et comment je vais pouvoir répondre avec mon produit. La quantité de produits qui est disponible, notamment grâce au digital en mode SaaS, Software as a Service, pour tous ceux qui sont du business, je vous redonne juste les éléments, c'est tous les logiciels qu'on peut acheter. Avant, il y a 10-15 ans, vous vouliez acheter des logiciels, ça coûtait une blinde, il y avait des mecs qui venaient d'IBM, qui venaient vous expliquer que vous en avez pour 300 000 euros. Maintenant, il y a des petits jeunes qui sont basés dans la Silicon Valley qui vendent un truc pour 20 euros par mois. Et encore. Silicon Valley ou bien sûr dans la région angevine. Donc l'idée, c'est le commercial a changé complètement de rôle. Et le digital l'aide pour faire ça. La réalité, c'est qu'en fait, il faudrait juste que les commerciaux rappellent les clients et qu'ils les écoutent. Ce n'est pas encore le cas, parce qu'on a une vraie transition. Le digital aide. Alors, est-ce qu'il y en a qui font Alors, tout le monde fait du content marketing, parce que ça fait vachement bien de dire qu'on fait du content marketing. Est-ce qu'il y en a qui font de l'inbound, donc de l'inbound marketing? Est-ce que tout le monde... Alors, qui ne sait pas ce que c'est? Personne ne va lever la main, évidemment. Ouais, tu sais pas ce que c'est? Bon, en fait, l'idée, si tu veux, Thomas, parce que tu es le seul à pas comprendre ce que c'est comment tu vas faire en sorte d'envoyer de l'information pertinente à ton client pour qu'il puisse te rappeler quand il est vraiment chaud pour pouvoir acheter. C'est à peu près ça l'idée. Qu'est-ce qu'on utilise pour ça? On utilise des CRM. Je vous ai montré ce que je fais moi. Tous ceux qui sont intéressés, je trouve que les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais ce que j'ai fait, en fait, c'est que je mets en place des campagnes marketing, d'inbound marketing, de marketing de contenu. Qu'est-ce que ça fait? J'envoie des informations à des gens. S'ils cliquent, je me rends compte qu'ils ont un score qui augmente, et quand ils ont un certain score, je les rappelle. C'est ça que je fais. Donc, je refais. Je vais envoyer de l'information sur plein de sujets différents. Quand les gens sont intéressés, je vais me rendre compte qu'ils vont cliquer. Je vais me rendre compte, voilà, je vais leur envoyer ça. Du coup, ils vont aller cliquer. Du coup, je vais augmenter leur score. Et ensuite, quand ils vont visiter mon site, je vais pouvoir voir exactement combien de temps ils passent sur mon site, ce qu'ils lisent, sur quelle page ils vont, s'ils vont sur la page pricing, s'ils vont sur la page guide, s'ils vont savoir qui je suis. Et je vais tout savoir, en fait, de manière complètement simple. Je vais les scorer et ensuite, je vais rappeler que ceux qui ont vraiment un certain score, puisque ça veut dire que quand ils reviennent sur mon site et qu'ils vont sur certaines pages, je sais qu'ils sont prêts à acheter. Ça, c'était pas possible avant le digital. J'étais obligé d'appeler les mecs toute la journée pour leur dire, au fait, tu veux de mon produit? Non, salut. En fait, tu veux de mon produit? Non, salut. Le digital permet de faire ça. Je ne vous parlerai pas d'RGPD, parce que tout le monde vous en a parlé. Vous avez reçu 50 mails ce matin, parce que forcément, c'est les derniers jours. Et RGPD, alors comment je l'ai traduit, moi? C'est la règle pour gratter le portefeuille directement. En fait, vous avez une batterie de gens qui vous ont expliqué que c'était hyper important et que franchement, il fallait absolument le faire. Ce qui est vrai, hein, c'est pas bien parce que c'est 4% du chiffre d'affaires. C'est amusant parce qu'ils ont réussi à enfin passer une loi où on pouvait taper au portefeuille des gens. Ils ont même mis Mark Zuckerberg devant une commission qui a dû aller se justifier sur le nombre d'hôtels qu'il avait. Allez sur YouTube et regardez les meilleurs moments de la déposition de Mark Zuckerberg, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé.
Et ce qui est super intéressant, c'est les 3 premières minutes, quand il n'a pas commencé à parler, et qu'il y a un sénateur américain qui lui dit Est-ce que vous seriez content qu'on dévoile devant tout le monde l'hôtel dans lequel vous êtes allé hier soir? Est-ce que vous seriez content pour qu'on dévoile le nom de la personne avec qui vous avez dîné hier soir? Non. Bah pourtant, c'est exactement ce dont on va parler parce que c'est exactement ce que vous faites. Donc c'était assez intéressant. Pourquoi je continue sur le business? Alors je vais vous mettre un deuxième film vachement intéressant qui s'appelle Vendeur. Et ce film, il montre que il montre une chose, c'est que on n'est plus dans l'improvisation, contrairement à ce que peut dire. Super film, si vous faites un peu de vente, c'est un film qu'il faut absolument regarder qui s'appelle Vendeur. Ils vendent des fusils. C'est le père et le fils. On voit. C'est celle-là que je préfère. Voilà-moi. Je suis sérieux. Voilà-moi. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, parce que le modèle que vous regardez, c'est une très bonne occasion qu'on vient de recevoir et j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup. J'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup. Je sais plus en quelle classe t'étais. Vous aviez fait une pièce de théâtre. Tout le monde était nul à chier, sauf toi. Tu t'en rappelles? T'avais oublié ton texte et du coup t'inventais. Tu racontais tout ce qui te passait par la tête. C'était drôle. Tout le monde rigolait. Allez, vends-moi cette cuisine. C'est celle-là que je veux. Je suis désolé, mais elle est pas à vendre. Enfin, en tout cas, moi je vous la vends pas. Pourquoi? Ah, parce qu'elle est pas pour vous. Par contre, j'en ai une là-bas, là, qui est faite pour vous. Ah ouais. Bon, je vous la montre. Allez. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, le digital a changé et grâce au digital, on n'est plus obligé de faire appel à de l'improvisation. On peut arriver avec des méthodes scientifiques à augmenter le nombre de clients uniquement en utilisant le digital. Tout le monde le savait déjà. Je passe à la suite. La formation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que depuis 2 mois, apparemment, tout le monde a compris que c'était hyper important, grâce au digital, de complètement changer la façon dont on apprend. La question, c'est est-ce qu'on apprend de force ou est-ce qu'on apprend avec plaisir? Alors, il y a toute une génération, ils n'apprennent pas de force. En revanche, ils apprennent parce qu'ils se disent que s'ils n'apprennent pas, ils vont se faire bouffer leur job par un Bangladeshi, un Roumain ou l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très différent des générations d'avant. Ce qui est génial avec le digital, c'est que les gens apprennent avec plaisir et ils se forment tout seuls. C'est ça qui est assez intéressant. Et très très vrai. Nous, la formation, c'était vraiment vécu comme une contrainte. C'est on m'a encore que les 2 jours de formation, pourquoi je vais y aller quoi? C'est encore des formations à la con, il y a un mec qui va nous expliquer sur scène pendant une journée qu'on doit faire un truc différemment, le lendemain on aura tout oublié, on fera autre chose. Ce qu'on a un peu tous oublié, c'est qu'on a tous appris de la même façon. On a appris en tombant, en essayant, en tombant, en se relevant, en essayant. Alors tous ceux qui ont des enfants savent que à aucun moment, un enfant se dit, non, moi j'ai vu ma fille, j'ai 2 filles, ma fille quand elle était toute petite, qu'elle apprenait à marcher, qu'elle était quand même pas très stable, elle se cassait la gueule hyper souvent, elle se formait toute seule, comme tous les enfants, comme nous tous, puisqu'on marche tous. Et à aucun moment elle s'est dit, non sans déconner, marcher c'est pas pour moi, finalement je vais rester à 4 pattes, c'est vachement plus sympa, j'y arrive hyper bien, et pourquoi je compte... Enfin, voilà. On a tous oublié qu'on a été des gamins, et que donc à un moment on a appris à marcher. Dans notre job, c'est la même chose. On a oublié que, ah non, le changement, non, faut apprendre de nouveaux trucs, j'ai pas envie, moi je faisais comme ça avant, c'était vachement mieux. Et en fait, on a oublié qu'on a tous appris de la même façon, qu'on s'est tous cassé la gueule, qu'on savait tous pas comment faire. Et l'avantage du digital, c'est que ça nous rappelle qu'on peut apprendre rapidement à faire des trucs nouveaux. Je vous parlais de mes enfants, la passion de ma fille, c'est faire du slime. Elle va commander sur Amazon, commande sur Amazon, parce que forcément on est un peu digital à la maison. Elle commande sur Amazon du vizir, je ne sais plus quelle, parce que c'est qu'une certaine marque qui fonctionne avec le slime. Donc le slime, tout le monde sait ce que c'est. C'est l'espèce de truc un peu spongieux, dégueulasse.
ultra chimique qu'on a dans les doigts, mais Elle a appris à faire du slime toute seule, avec des tutos. Elle a appris aussi à marcher sur les mains avec un tuto. Elle apprend plein de choses avec des tutos. Et aujourd'hui, la vraie économie que le digital a permis, c'est de pouvoir apprendre avec des tutos. Si on va plus loin, vous connaissez la Khan Academy? La Khan Academy, alors vous allez sur TED. Alors, TED, je dois expliquer ce que c'est que TED. Alors, je vais expliquer ce que c'est que TED. Bon, c'est des séries de conférences qui sont disponibles. C'est de la formation qui est disponible, gratuite, mondiale, traduite, avec des super speakers qui ont 18 minutes pour vous convaincre. Vous regardez celui de la Khan Academy. En gros, il dit l'éducation doit être radicalement changée, le numérique permet de le faire. En gros, quand vous êtes dans un cours magistral avec un prof, le cours magistral, systématiquement, le prof va apprendre pendant 2 semaines, il a pris l'analogie du vélo, il dit pendant 2 semaines, on va apprendre à tous les enfants à tourner à droite. Au bout de 2 semaines, on fait un examen. S'ils ne savent pas tourner à droite en vélo, de toute façon, on s'en fout, on va tourner à gauche, on va apprendre à tourner à gauche. Mais ça se trouve, il y a des enfants qui, au bout de 2 heures, avaient compris comment tourner à droite, ils savent le faire. Au bout de 2 semaines, ils n'y arrivent toujours pas. Ils pourraient au bout de 2 heures, ils y arrivaient. Et quand on passe à tourner à gauche, bon, de toute façon, ça fait déjà 2 semaines qu'ils s'embêtent à tourner à droite, alors qu'ils savent déjà le faire. Et ensuite, tourner à gauche, ils n'y arrivent pas. Ça se trouve, il leur faudrait 3 semaines. Les programmes de l'éducation nationale sont faits exactement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend à plein de gens, autant qu'il y en a dans la salle, et on leur apprend toujours de la même façon, en pensant qu'ils sont tous uniformes, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce que fait la ville. Et puis, évidemment, quand on demande qui est-ce qui n'a pas compris, comme j'ai fait tout à l'heure, à part Thomas qui veut bien lever la main, tout le monde a toujours très bien compris. Dans toutes nos civilisations, on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas compris. Ce que permet de faire la vidéo, pour apprendre, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vous pouvez regarder une vidéo, même ma fille, quand elle apprend les logarithmes, elle ne me demande pas parce que moi je suis un très très mauvais prof. Elle va sur Internet, elle tape les bons profs ou la Khan Academy, elle apprend les logarithmes avec une vidéo, qu'elle peut se passer en boucle quand elle n'a pas compris un truc. Quand elle n'a pas compris à un moment comment le prof fait pour aller du point A au point B, elle peut se la repasser 20 fois, 30 fois, 40 fois, 60 fois. Elle va finir par comprendre, ou il va lui expliquer différemment, ou elle va trouver un autre prof qui va lui expliquer différemment, qui va expliquer beaucoup mieux que son prof, qui a expliqué à 30 personnes. Et donc voilà. Ce que fait la Khan Academy, c'est exactement ça. C'est que ça permet à tout le monde d'apprendre des maths, d'apprendre plein de sujets de manière complètement interactive et gratuite. Vous savez qui c'est? C'est notre ministre. Ce qui est hyper intéressant, c'est que le gouvernement, enfin pour une fois, alors peut-être que c'était lié à la première slide que j'ai montrée, le gouvernement a enfin agi avant que la tendance lui demande. Ils ont ouvert, il y a une espèce de révolution dans la formation qui vient d'arriver, c'est que le gouvernement a ouvert la possibilité à avoir de la formation vidéo, remboursée. Simplement, en enlevant tout, en faisant voler en éclats tout le système de remboursement des vidéos. Ce qui est génial avec le numérique, c'est que justement, ça permet de pouvoir le faire de manière différente, interactive et continuer de se former. Donc, je reprends un peu les éléments que le digital a permis. La Khan Academy, l'école 42, la seule école où il n'y a pas de prof, on le sait, vous avez déjà vu le truc 10 fois, c'est une école où il n'y a pas de prof. Bizarre, ils ne délivrent pas de diplôme, il n'y a pas de prof, par contre, les gens s'arrachent les mecs qui sortent de 42. On peut utiliser des tutos ou des vidéos pour se former, et puis on peut apprendre tout au long de sa vie, comme quand on faisait, quand on apprenait à marcher. Alors, juste quelques petites choses en plus. Vous connaissez ce monsieur sur la droite? Seth Godin. Il a écrit des bouquins, il a écrit un paquet, des bouquins très marketing. Vous faites du web marketing. Ceux qui ne connaissent pas Seth Godin, vous allez sur Internet tout de suite et vous regardez 2 de ses vidéos, 3 ou 10 ou 20, et là vous allez vous former. Ce mec est un gourou du marketing, du web marketing. Il a dit des choses assez intéressantes. Il dit, face à la technologie, on a soit de la curiosité, soit de la colère. Beaucoup de gens sont très en colère. Quand ils voient la technologie, on va me piquer mon poste, l'intelligence artificielle, je vais être malheureux, ça ne va pas être bien. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir soit un côté, soit de l'autre de la technologie. En gros, vous pouvez... qui connaît Black Mirror? Pas l'épisode 1 de la saison 1, parce que si vous êtes tous arrêtés à l'épisode 1 de la saison 1, alors tous ceux qui n'ont jamais vu Black Mirror, vous commencez pas... Alors, c'est une série qu'on peut trouver sur Netflix, mais vous ne regardez pas l'épisode 1 de la saison 1. Les épisodes n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vous pouvez regarder l'épisode 2 de la saison 1. Si vous regardez l'épisode 1 de la saison 1, vous allez juste trouver que je suis un gros pervers. Vous comprendrez pourquoi. Regardez d'abord l'épisode 2. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la technologie, ils la tirent
et il montre le paroxysme de ce que ça peut devenir quand ça part en sucette. Voilà ce qui se passe. C'est hyper intéressant. Le problème, c'est que quand on regarde ça, on n'a plus du tout envie de faire la technologie, on devient très très méfiant. Deuxième élément, vous regardez The Circle. Pour ceux qui ont des enfants, il faut regarder The Circle avec tes enfants. Il faut le regarder. Alors, qui a vu The Circle? Un peu moins. Donc c'est un film qui a des enfants. Ouais. C'est une bonne question. Alors ceux qui n'ont pas d'enfants, regardez The Circle. The Circle, c'est avec Tom Hanks. C'est en gros, c'est Facebook et Google, l'ambiance startup Silicon Valley dans une grosse boîte, et comment ils vont utiliser vos datas pour vous la faire à l'envers. Hyper intéressant à regarder en famille avec des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, prenez des potes. Vous regardez ce truc-là et après, c'est marrant, parce qu'au début, vous allez tous faire comme tout le monde, comme quelques personnes sont en train de faire. Vous allez prendre votre téléphone, puis vous allez commencer à faire autre chose. Et je pense qu'à la fin, vous allez poser votre téléphone, vous allez vous dire, ouais, ok, si ça continue comme ça, ça va mal finir. Donc regardez The Circle, assez intéressant. Si vous n'êtes pas film, vous lisez un livre qui s'appelle Homo Deus, où là, à la fin, en gros, après le troisième chapitre, c'est une espèce de gros pavé. Vous lisez ça, après le troisième chapitre, vous avez juste envie de vous tirer une balle parce que c'est terminé, enfin, la technologie va nous bouffer, c'est mort. Donc vous pouvez faire tout ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce que je vous conseille de faire pour pouvoir continuer à apprendre des trucs. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un truc comme AlphaGo. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce reportage génial? AlphaGo. Regardez AlphaGo. Quelqu'un l'a vu? Ok, il y en a un qui l'a vu. Alors ça, vous voulez parler d'intelligence artificielle? Vous regardez AlphaGo. Vous débrouillez en streaming. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Vous allez trouver ça. AlphaGo, c'est un documentaire sur le plus grand joueur de Go du monde qui est challengé par Alphabet et Google. Honnêtement, je ne sais pas comment toi tu as réagi, mais à la fin, limite, j'avais vachement les boules pour lui et j'avais les boules pour toute la race humaine. Mais c'est quand même porteur d'un certain espoir parce que l'épilogue est assez intéressant. Donc regardez AlphaGo, c'est hyper intéressant. Quand vous faites de la technologie, vous devez avoir vu Black Mirror, vous devez avoir vu The Circle avec vos amis, mais regardez AlphaGo après, ça va vous donner une petite bouffée d'oxygène. Bienvenue à Gattaca, ça c'est un vieux film pour les gens qui connaissent. Voilà, bref, quand tu prends la technologie, ça peut aussi être sympa. Et tu peux arriver à contourner la technologie. Enlightenment, c'est l'équivalent d'Homo Deus, mais par un mec qui est positif, tant qu'à faire, c'est peut-être plus sympa. Et le dernier truc, c'est TED. Et TED, à chaque fois que vous avez envie d'inspiration sur des sujets, quelle que soit la tech, c'est hyper intéressant d'aller regarder ce truc-là, mais ça, vous le connaissez. Tac, je finis. Digital means business. Donc le digital veut bien dire qu'on est en train de gagner de l'argent. On est en train de se former mieux. Les millennials peuvent apprendre plus. Et surtout, les non-millennials devraient apprendre plus. Le grand point, c'est de dire il faut continuer à cultiver sa curiosité. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est génial. Vous pourriez être à Paris chez Vivatech. Vous ne verriez que des startups qui vous racontent des trucs sur l'intelligence artificielle qu'ils n'ont pas compris. Au moins ici, on partage des vrais trucs avec des vrais gens, des humains. C'est vachement plus sympa. Soyez optimistes parce que c'est en étant optimiste qu'on arrive à changer plein de choses. Et bienveillant, c'est que finalement, la bienveillance est la mère de toutes les sûretés. Notamment en technologie. On fait des tas de choses, mais finalement, avec de la bienveillance, c'est plutôt intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur. J'ai fait un peu plus de temps prévu. Sur pourquoi le digital veut dire du business, enfin, pognon. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut les utiliser, enfin, comment est-ce qu'on peut utiliser le digital pour arriver à changer sa façon dont on perçoit le monde, ou en tout cas, dont on perçoit son entreprise et son action au quotidien. Voilà. Merci Gilles. Merci Gilles. Est-ce que quelqu'un veut revenir sur un point, veut interpeller Gilles, veut dire qu'il est d'accord ou pas d'accord, veut faire aussi sa revue de film qu'il a vu la semaine dernière? Est-ce que quelqu'un a une question pour Gilles sur ces enjeux de vendre sur Internet à des millennials? Georges, j'ai tout compris. Allez, le monsieur qui a vu AlphaGo. Merci. Merci pour cette intro. Moi, j'avais une question, un truc qui m'a fait sourciller sur la partie sur les IA, notamment, comment les IA sont en train de vampiriser les RH et sur le fait que les IA screenent mieux les CV, par exemple. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas les IA qui nous prennent notre travail, c'est les gens qui font les IA. Et finalement, c'est eux qui créent aussi les scripts. Et finalement, eux, ce sont des humains. Donc,
comment répondre à ça, puisque ces gens qui font des IA sont parfois développeurs ou pas forcément accompagnés de RH. Comment ils font pour déterminer le meilleur script qui surpasse les RH au final? Alors, super question. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'étais en TGV, je partais à Aix-les-Bains, une vie fascinante. Et juste devant moi, il était 6 heures du mat, il y avait un mec en fait qui bosse dans un cabinet de chasseurs de tête. Comme ça me faisait, enfin, je préparais ce que j'allais vous dire, il est en train de screener des CV. J'ai pris une photo de lui, il est en train de screener les CV. Alors je sais que c'est pas bien, il faut pas regarder par-dessus l'épaule de son voisin, nanani nanana. Il avait qu'à mettre un écran protégé, tant pis pour lui. Donc j'ai regardé comment est-ce qu'il screenait les CV. Et en fait, il y a quelques techniques, alors j'ai tout noté évidemment. Hyper intéressant. Et j'ai regardé un peu comment est fait LinkedIn. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu la partie LinkedIn de recherche de profil? C'est hyper marrant. À combien d'annonces vous avez postulé? Quelles sont les annonces sur lesquelles vous avez postulé? Depuis combien de temps vous êtes disponible sur le marché? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute? Qui est-ce qui est intéressé par votre profil? En gros, regarde, on voit derrière le miroir. C'est assez intéressant. Bref, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je le voyais faire. Donc, il passe exactement 4 secondes sur chaque CV. C'est génial quand vous êtes bien emmerdé à faire un truc avec plein de mots-clés et tout. 4 secondes, il passe. Hein. Il cherchait des consultants SAP. Et donc, il passait les CV en revue. Et je me suis dit, mais ce qu'il fait, c'est quand même complètement débile. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il fait. Il regarde les CV, enfin, j'ai pas besoin d'intelligence particulière pour le faire. Ce que fait l'IA, et effectivement, il y a des développeurs qui sont derrière, ils se disent, bah, finalement, ce que fait ce gars-là, il n'y a aucune valeur ajoutée. Ce qui est vrai. Pas besoin d'être très intelligent pour le faire. Ça pourrait être fait en Roumanie, mais j'aurais toujours le même résultat. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont étudié qu'ils pouvaient trouver des patterns différents pour quelqu'un dans la tech, aller chercher en pharma, ce qu'un chasseur de tête ne fera jamais. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en utilisant l'intelligence artificielle, ils arrivaient à des résultats qui étaient beaucoup plus pertinents. Juste parce qu'ils ont laissé la machine faire toute seule. Alors, c'est le seul qui a revu AlphaGo. Ce qui est hyper intéressant dans AlphaGo, c'est que vous voyez, franchement, regardez ce truc-là, c'est hyper intéressant. Ça change complètement votre perception de l'intelligence artificielle. En tout cas, moi, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, bien sûr. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est que cette IA est une IA à proprement parler, c'est-à-dire qu'elle est capable d'apprendre d'elle-même à partir de paramètres de départ qui ne sont pas forcément acquis. Elle les apprend au fur et à mesure. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a quand même le joueur, la sommité mondiale de joueurs de Go. Alors, je ne vais pas vous spoiler. Et à un moment, la machine joue un coup. Et là, le mec, il a une espèce de recul, alors que c'est comme des joueurs de poker, il montre. Il a une espèce de recul et il dit putain, mais. Et là, tous les commentateurs disent en fait, la machine s'est trompée. Et donc l'autre, c'est très compliqué le Go. Enfin, ça a l'air compliqué, mais. Il comprend pas pourquoi la machine joue ça. Et il le comprendra 20 minutes ou 1 heure après, qu'elle a fait ce jeu, elle a juste déplacé un pion, et qu'en fait, ça a complètement changé la façon dont lui s'est mis à jouer après. Parce qu'elle a juste attaqué le problème par un côté complètement différent. Donc oui, c'est des hommes. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a laissé la machine bosser toute seule, elle fait un truc qu'on n'a pas du tout prévu, quoi. Il y a une expérience assez intéressante qui a été menée par Microsoft. Ils ont pris... tiens, on va revenir sur le business, assez intéressant. Sur la négociation. Ils ont pris deux intelligences artificielles. Ils leur ont dit, vous devez négocier. Toi, tu dois acheter. Toi, tu dois vendre. Par contre, ils leur ont fait un truc insoluble. Toi, tu dois acheter, ça doit coûter moins de 100, et toi, tu dois vendre, tu dois le vendre à plus de 100. Donc un truc insoluble. Ils leur ont donné toutes les règles de négociation, et ils les ont laissés travailler, ils les ont regardés faire. Qu'est-ce qu'on fait? Les IA ont commencé à essayer de travailler. Au bout d'un moment, elles se sont rendues compte que finalement, elles ne pouvaient pas arriver à une solution. Elles ont créé leur propre langage, et elles ont commencé à échanger. Ils ont débranché les machines. Parce que la machine s'est rendue compte que elle ne pouvait pas résoudre le problème. Elle a demandé à la machine en face, on n'y arrive pas avec le langage qu'ils nous ont donné, donc on va inventer notre propre langage pour pouvoir réussir à trader. Et c'est là où ça devient flippant. C'est qu'en fait, la machine a pris le pouvoir sur ce que nous, on va en faire. Donc je n'ai pas vraiment de réponse complète à ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, on a débranché le bazar, et finalement, le bazar a sa vie toute seule.